Donc bonjour, bienvenue aux journées SQL Server 2013. Donc je suis Frédéric Pichot, je suis support Escalation Engineer sur SQL depuis 95, depuis la version 4.2 à peu près. Je travaille plus particulièrement, essentiellement sur le moteur. Donc n'essayez pas de me poser des questions de réplication ou des trucs comme ça, je ne connais pas. Et plus particulièrement sur tous les problèmes de performance. C'est mon dada. Donc déjà, remercier tous les sponsors qui permettent à cet événement de vivre et à Gus d'organiser cette manifestation. On est à la 3e édition. Qui a de plus en plus de succès, j'ai l'impression. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de... Alors, il y a beaucoup de franglais, parce que c'est difficile de traduire toutes les choses. Donc je suis désolé, mais c'est plus simple de mettre quelque chose des fois en anglais. Ce qu'on appelle le New Cardinality Estimation, c'est-à-dire ce qui arrive dans SQL 2014, c'est une modification du calcul de l'estimation des cardinalités pour l'exécution des requêtes. Et on va parler un peu des incremental statistiques, c'est-à-dire un nouveau mode de statistique qui est pour les tables partitionnées. Mais je crois qu'il y a d'autres sessions qui en parlent un petit peu plus en détail. Donc le New Cardinality Estimation. Alors l'exécution des requêtes, c'est un des composants les plus importants de SQL Server. C'est évidemment là où on veut retrouver nos données. Ça a un degré de complexité qui est de plus en plus grand avec l'augmentation du volume des données, avec les différents types de données qu'on a intégrés. C'est vraiment de plus en plus complexe. Et l'optimiseur, lui, doit déterminer quel est le chemin le plus efficace pour accéder aux données. C'est sûr que s'il met une demi-heure pour envoyer le nom d'un client, on ne va pas être efficace, ça ne va pas être très bon. Autant avoir des feuilles papier. Et ce qui est très, très difficile, on va le voir, c'est d'avoir une performance qui soit prédictible. C'est-à-dire, avec mon augmentation de volume de données, est-ce que je vais pouvoir conserver la même performance? Ou en tout cas, les mêmes environs de performance, je ne vais pas avoir un gros décalage de performance. Il faut savoir que ce cost estimation, il date de... pour une bonne partie déjà SQL 4, SQL 6 et SQL 7. C'est-à-dire que le schéma du code n'a pas vraiment changé depuis SQL 7. On a intégré de nouvelles choses, on l'a fixé, on a amélioré, mais le schéma global n'a pas été changé. Donc qu'est-ce que c'est que le cost? Le cost, c'est ce qui va permettre à l'optimiseur de déterminer si un chemin est efficace ou pas. Quand on fait une requête, il va chercher tous les différents chemins possibles pour accéder aux différentes données, nos jointures, etc., en fonction des index, and so on. Il va calculer un coût de chacun de ces plans, et c'est celui qui a le coût le plus bas qui est pris. C'est pour ça qu'on appelle ça un cost-based optimizer. Donc tout va dépendre des estimations de cardinalité. Il va falloir qu'il estime, avant de se lancer dans la requête, chaque élément, combien chaque élément aura à traiter d'enregistrement. Et c'est ça qui va déterminer le coût. Donc on se rend bien compte que cette estimation des cardinalités, c'est le point crucial de la détermination d'un plan. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'optimisation est de plus en plus critique avec les workloads actuels. C'est sûr que les bases ont changé. On n'est plus dans les mêmes dimensions, on n'est plus dans les mêmes dimensions de table. Maintenant, on fait de l'analysis services avec des tables de faits, etc. Donc, on n'a plus du tout les mêmes types de requêtes que les requêtes toutes simples. Select étoile from author, ça c'était relativement bien. Ah, quand même. Les challenges du développement. Donc là, quand je parle du challenge du développement, ce n'est pas vous en tant que développeur, c'est les équipes de développement à Redmond. Quels étaient leurs challenges? Ils se sont dit, attends, on a du code qui n'a pas vraiment bougé, c'est-à-dire qu'on a la même structure de code, on rajoute des verrues, on corrige des fixes, on met des traces flags, on rajoute des petits trucs à droite à gauche pour corriger les problèmes, mais en fin de compte, on a la même structure. Donc, ça devient de plus en plus difficile à supporter. Ça devient de plus en plus difficile à diagnostiquer et ça devient de plus en plus difficile à corriger les problèmes éventuels.
on se retrouve avec un code qui, après, est difficilement évolutif. C'est-à-dire que ça va être difficile de rajouter des nouvelles fonctionnalités ou des nouvelles notions dedans. Donc, ils sont partis de l'idée que cette partie du code doit être réécrite et retestée, évidemment. Parce que l'écrire, c'est bien, mais la tester, c'est mieux. Donc, des changements importants dans le design et une nouvelle stratégie de test. C'est quoi la nouvelle stratégie de test? Eh bien, on va le voir un peu plus tard, mais surtout basée sur les expériences clients, basée sur les différentes benches TPC. Le but n'est pas de sortir des chiffres sur les benches, mais le but est de les utiliser pour vérifier qu'on a une stabilité, en augmentant les cardinalités, en augmentant ce genre de choses. Et il faut savoir que pour déterminer ce cost, on est purement dans les mathématiques. C'est-à-dire que tous les ingénieurs qui sont à Redmond, qui bossent là-dessus, je ne parle pas de ceux qui pissent la ligne, mais ceux qui font la conception du moteur, c'est des modèles mathématiques, sont tous des docteurs en mathématiques, et, parce qu'on fait de l'estimation. On ne parle pas des données, on ne sait pas les données réelles, on estime. Les pages de statistiques vont nous donner des informations, mais il va falloir estimer après ce que ça va donner, une fois qu'on aura lancé la requête. Donc les objectifs, améliorer la fiabilité des estimations pour tous les différents workloads, l'OLTP, Data Warehouse, etc., etc. On a plein de workloads différents. SQL, c'est un moteur qui est très ouvert, il n'est pas spécialisé dans un seul truc. Et de plus en plus, les clients, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eh bien, ils veulent faire le reporting sur le serveur dans lequel ils insèrent les données et en même temps leur data mining ou leur dataware. Tout ça sur la même base. Ce n'est pas ce que je conseille. Mais grosso modo, en général, c'est ce que tout le monde veut faire. Donc on se retrouve avec des bases qui ont des workloads très très différents. Et quand j'appelle workload, en fin de compte, c'est des types de requêtes qui vont être très très différentes. Et il faut avoir les performances les plus lisses et les plus prédictibles. On va voir ce que je veux dire par là. C'est quelque chose qui est un peu bizarre, mais on a un outil qui va permettre de nous aider ça. Dans SQL 14, on va avoir deux versions du cost estimation. Alors à chaque fois que je mets CE, c'est pour cost estimation, hein, c'est pour gagner un petit peu de temps. On va avoir deux versions, parce qu'on va avoir l'ancienne version et la nouvelle, qui vont cohabiter dans le même code, au moins pendant un certain temps, au moins le temps d'avoir une bonne stabilité. Donc il y aura toujours possibilité, à partir du moment où on identifie une requête qui n'est pas efficace avec le nouveau CE, de pouvoir la tourner en utilisant l'ancien CE. D'accord? Pourquoi? C'est pour éviter justement les phénomènes de régression. Mais par défaut, SQL 14 fonctionne avec le nouveau CE. Donc les scopes, où faire cette amélioration? C'est améliorer les éléments du CE associés à des opérateurs logiques. C'est-à-dire pas les leafs. Qu'est-ce que c'est les leafs? Les leafs, c'est l'index can, l'index seek. C'est la partie basse de votre plan d'exécution. Les opérateurs logiques, ça va être les jointures, les merge joins, les hash joins, etc. Donc, dans une première étape, on est dans une première étape de ce nouveau CE, c'est travailler sur toutes les notions de jointure, essentiellement. C'est ça qui va être travaillé. Donc, il y a des éléments qui ne vont pas être touchés au jour d'aujourd'hui. Faciliter le diagnostic des problèmes. On le voit, moi je travaille au support. Aujourd'hui, quand on a un problème de performance sur une requête et en dehors des notions de mémoire, de disque, etc., à 99%, c'est un problème de cardinalité estimation. D'accord? Sur un élément, l'optimiseur pense qu'il va ramener 100 millions de lignes, alors qu'en réalité, il en ramène 1000. Alors c'est sûr que ce facteur-là peut changer le type de jointure qui va le faire. Entre un loop join et un hash join, ça va faire une grosse différence. Si on fait un loop join sur 100 millions d'enregistrements, ça va faire un petit peu mal au moteur. Donc c'est ça les problèmes de diagnostic de cette partie-là. L'autre problème du diagnostic, c'est aussi, est-ce qu'on est devant un bug ou est-ce que c'est by design, entre guillemets? C'est-à-dire, est-ce que l'optimiseur a été designé comme ça et il se retrouve dans une situation qui n'était pas prévue, donc ce n'est pas vraiment un bug, ou est-ce qu'il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner? Et ça, c'est très difficile des fois à déterminer sur les problèmes de performance. L'autre notion, c'est améliorer la maintenabilité du code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fixe quelque chose, pouvoir le faire d'une façon simple,
ce qui va permettre d'éviter des régressions, d'éviter des risques sur cette partie-là. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, quand on demande un fixe sur cette partie-là, on a intérêt à être béton parce qu'ils ne veulent pas y toucher. Parce que dès qu'on fixe quelque chose, on a autant de risques d'intégrer ou de rajouter une régression sur d'autres requêtes. Les types de requêtes qui passent dans SQL, il y en a des millions. Qu'est-ce qui n'est pas dans le scope? D'abord, c'est rester à un niveau raisonnable dans la faisabilité. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire déjà avoir un CE qui soit prêt et qui tourne à la sortie du produit. D'accord? Dans sa globalité, pour être sûr que ça fonctionne. Et après, il y a un certain nombre d'investissements, de problèmes sur les leaf levels, donc je crois les niveaux bas, qui ne vont pas être traités dans ce nouveau CE au jour d'aujourd'hui. Mais le code tel qu'il est réécrit va pouvoir permettre d'injecter les solutions à ces problèmes au fur et à mesure de façon beaucoup plus fiable. Qu'est-ce qui n'est pas traité? Les multicolonnes histogrammes, tab value function, variables de type table, tab value de paramètres et les variables locales. Donc là, on voit bien que c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est la partie vraiment basse de la requête. Là, ils ont travaillé essentiellement sur les parties jointures. Alors, on va parler de Picasso. En dehors du fait que c'est un peintre, le Database System Laboratoire de Indian Institute of Science a créé un outil qui est gratuit, donc vous pouvez avoir le code que vous pouvez trouver sur Internet. Quel est l'intérêt de cet outil? Cet outil, c'est la visualisation graphique du comportement de l'optimiseur. Qu'est-ce qu'il va faire cet outil? Eh bien, on va passer une requête dans l'outil. On va faire varier les cardinalités des différents éléments de la requête et on va voir la fiabilité des plans qui sont générés sur l'estimation. Et grâce à cet outil, alors cet outil il fonctionne sur plusieurs moteurs. Il fonctionne sur SQL, mais il fonctionne aussi sur IBM, sur DB2, sur Oracle, Sybase, Postgres, &Co. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment freeware, générique, et on peut passer tous les moteurs à cette moulinette. L'idée, c'est de regarder est-ce que c'est performant, est-ce que c'est pas performant, et surtout, est-ce qu'on est fiable dans la quantité de données traitées? Est-ce que le plan qu'on sort est cohérent avec l'évolution de mes cardinalités? Alors voilà une petite estimation. Là, ici, on a SQL Server 2008 R2, ancien CE. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'en augmentant les cardinalités, on se retrouve avec une montagne, avec des vallées, des canyons, ça repart en hauteur. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ici, j'ai des cassures dans l'estimation de mes plans. J'ai des plans qui ne sont plus cohérents avec une évolution de mes cardinalités. Alors que dans le nouveau CE, on va essayer d'obtenir quelque chose de lisse. C'est-à-dire, plus j'augmente mes cardinalités, plus j'ai des plans qui restent cohérents. Et quand on passe tous les moteurs, que ce soit Oracle, DB2, etc., à cette machine, on s'aperçoit de ce genre de choses. Si on a une cassure, ça veut dire que là, j'avais un bon plan, et puis tout d'un coup, je monte, et boum, là, j'ai un mauvais plan qui sort. Alors que je n'ai fait qu'augmenter des cardinalités. Donc il s'appelle Picasso parce qu'il fait des jolis dessins. La notion, ce graphe-là, c'est un graphe de coût. C'est-à-dire qu'en fonction des cardinalités, on va regarder le coût du plan. Si j'ai un plan qui diminue en coût alors que j'augmente mes cardinalités, il y a un problème. Je ne suis pas logique. D'accord? Donc si je dois être logique, chaque fois que j'augmente le nombre d'enregistrements que j'ai à traiter, je dois augmenter le coût de mon plan. L'autre diagramme de Picasso, c'est regarder quels sont le nombre de plans générés ou étudiés à partir d'une requête. Donc là, c'est un graphique de couleur, là ça fait très Picasso, c'est très joli. Mais on s'aperçoit ici, par exemple, on a un pic en plein milieu. Ce pic dit qu'on n'est plus du tout, alors qu'on est normalement dans une progression linéaire, on n'a plus du tout le même nombre de plans. Pourquoi? Parce que le modèle mathématique utilisé par l'ancien CE ne correspond pas,
ne tient pas bien compte des évolutions. Donc, parlons modèle mathématique. Alors la session va être un petit peu lourde hein, de ce côté-là, parce qu'il y a très peu de démos, mais c'est des notions qui, je pense, qui vont être importantes à comprendre. On va partir sur 3 nouvelles hypothèses. L'hypothèse d'uniformité. Dans chaque palier d'histogramme, dans chaque step, les valeurs distinctes sont équidistantes et ont la même fréquence. On part sur le principe qu'on a des données qui sont régulièrement réparties. Ce n'était pas obligatoirement ce qu'on faisait avant. D'accord? Donc, en fin de compte, ça va nous permettre de trouver une espèce de sous-division de l'histogramme. On sait que dans un histogramme, on a à peu près 200 steps possibles, d'accord, qui sont les 200 lignes qu'on peut stocker au niveau de l'histogramme. Maintenant, à partir du moment où on prend cette hypothèse d'uniformité, on pourrait recréer des sous-lignes d'histogramme, puisqu'on prend une répartition équidistante des données que l'on ne voit pas entre 2 steps. Si j'ai la valeur 100 et la valeur 1000, entre 2 steps, ça veut dire que j'ai toutes mes valeurs qui sont entre 100 et 1000, et bien je vais considérer que tout ce qui est au milieu est équidistant. Donc ça, c'est la première hypothèse, hypothèse purement mathématique. On est toujours dans de l'estimation, donc on est bien obligé de partir sur des hypothèses. Seconde hypothèse, ce qu'on appelle le confinement. Les requêtes concernent des données qui existent. On part du principe, 99% des fois, c'est on va rechercher une donnée qui existe déjà, qui est dans la base. Avant, ce n'est pas qu'on partait de l'idée que les données n'existaient pas, c'est qu'on voulait avoir, entre guillemets, une preuve qu'elle existe pour considérer qu'elle existe. Sinon, on mettait quoi? On mettait une estimation à 1. En fin de compte, 1, c'était pour éviter d'avoir un divide by 0. Parce qu'en fin de compte, c'était 0. Si vous prenez une requête sur une table qui est vide et vous regardez votre plan, vous verrez que le estimated numbers of rows, c'est 1. Pourquoi? Parce que sinon, on risquerait de choper un divide by 0. Alors que la table est vide, on le sait. Donc ça devrait être 0 le vrai résultat. Alors que là, maintenant, on part sur le fait que vraiment, on pense que ça existe. Donc c'est quoi? Pour un prédicat colonne égale constante, donc nous supposons que la valeur existe dans la colonne. Et pour une requête equidion, c'est-à-dire table 1.c1 égale table 2.c2, on considère que les valeurs d'un côté existent de l'autre côté. Statistiquement, c'est plus vrai que de considérer qu'elles n'existent pas. Alors bien sûr qu'on va faire des requêtes if existe, machin, etc., pour trouver celles qui n'existent pas. Mais ce n'est pas les plus fréquentes. On se base maintenant, il faut voir que on est obligé de se mettre à un niveau global de l'application. Il y a des requêtes sur lesquelles il faut faire un fonctionnement différent, mais il faut se mettre au niveau global. Au niveau global, en général, on va chercher des éléments qui existent. Partie du modèle numéro 3, l'hypothèse d'indépendance. Les données de différentes colonnes sont distribuées de façon indépendante. Donc pour la sélectivité, suivant 2 prédicats, P et Q, qui n'impliquent pas les mêmes colonnes, on considère que ces 2 colonnes sont indépendantes. Alors bien sûr, on peut avoir une colonne calculée, une computed colonne par exemple, qui est basée sur la valeur des autres colonnes. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Le cas le plus fréquent, c'est qu'on a 2 colonnes qui sont indépendantes. Elles ne sont pas corrélées l'une à l'autre. Donc là, pour faire la sélectivité, on va multiplier les 2 sélectivités de chacune des colonnes. Ça nous donnera la sélectivité de notre jointure. Et pour les distinct values, on va faire que NDV, c'est le nombre de distinct values, le nombre de valeurs différentes. Donc on va dire que le nombre de distinct values de C1 et C2, d'accord, c'est la multiplication du nombre de distinct values de la colonne 1 avec le nombre de distinct values de la colonne 2. Il ne faut pas oublier qu'un plan, c'est plusieurs opérateurs logiques. Je vais avoir plusieurs jointures dans mon plan. Bien sûr, je peux avoir juste une jointure et puis c'est tout. Mais en général, j'ai plusieurs jointures. Donc c'est le résultat de la jointure précédente qui va me donner la nouvelle estimation d'entrée de ma jointure suivante.
and so on, and so on, and so on. Donc il faut que je transporte mes cardinalités, ou mes estimations de cardinalité d'élément en élément. Tout ça, c'est vrai, sauf si on a, évidemment, une statistique multicolonne qui nous indique le contraire. Si on a une statistique multicolonne sur 2 colonnes de la table, elle va nous donner, on n'a plus besoin de faire, entre guillemets, une estimation. Enfin, on ne rentre plus dans la catégorie de l'estimation telle qu'elle est là. On rentre dans la catégorie de l'estimation de l'histogramme des valeurs, puisque là, on les a. D'accord? Alors, petit exemple. Ça va pour l'instant? Bon, on est à peu près au plus bas. Select étoile from t where t.c1 égale 50. Donc on part du principe que la valeur 50 existe dans l'histogramme. Ça, c'est le confinement. La fréquence de 50 est la fréquence moyenne du palier dans l'histogramme. Ça, c'est l'uniformité. Donc les petits exemples que je vais montrer, on ne va pas les décortiquer, hein, ça serait trop compliqué. Mais c'est pour vous dire que sur mes 3 nouvelles règles, mes 3 hypothèses, à quel moment je les applique. D'accord? Donc 50 existe, et si 50 existe, pour savoir combien il y a de 50, eh ben, je prends la fréquence moyenne du palier que j'ai. Ça, je l'ai dans mon histogramme. Quand vous faites des BCC choses statistiques, c'est des informations que vous avez. Un prédicat de type range intervalle, donc t supérieur à 35 et inférieur à 50, on va faire une interpolation linéaire. C'est-à-dire qu'on va appliquer ce qu'on a dit sur chaque step, c'est-à-dire qu'on a une distribution linéaire des données, elles sont équidistantes les unes des autres, qui va nous permettre de déterminer 35 et 50, combien ça va toucher de colonnes. Et ça va nous donner les valeurs distinctes entre 35 et 50. C'est la notion d'uniformité. Mes données sont réparties correctement. Alors, on pourrait toujours me dire, effectivement, il y a des problèmes avec les skewed data. Les index sur des GUID, par exemple. Chose magnifique. Surtout quand on fait une donnée de type range. Un range sur un GUID, c'est génial. Mais un GUID, ce n'est pas le vrai problème, parce qu'en fin de compte, un GUID, normalement, on sait qu'on va chercher un seul enregistrement. Il est unique. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. Effectivement, on peut avoir des tables qui ne sont pas distribuées. Mais les statistiques veulent qu'on est plus dans un domaine de stables uniformément distribuées que de stables, ce qu'ils appellent en anglais les skewed data. Skewed data, c'est les tables qui ont des valeurs dans tous les sens, quoi. Autre exemple, estimer la sélectivité d'un equigion. Equigion, c'est T1, T1C1 égale T2C2. Eh bien, on va dire que la sélectivité du join, sachant que la sélectivité, c'est ce que je vais ramener à l'élément suivant, hein, donc il faut que je la calcule. Donc la sélectivité de mon join, ça va être la cardinalité de la jointure divisée par la cardinalité des 2 tables. C'est comme ça maintenant qu'on va pouvoir calculer de façon plus simple une sélectivité de jointure. Ça, c'est le modèle. C'est bien quand c'est écrit comme ça, hein. Moi, j'ai essayé de le faire à la main. C'est pas si simple que ça. Bon, ça tombe bien. SQL le fait pour vous. On ne vous demande pas de le rentrer dans la requête. D'accord? Quelle est la grosse différence maintenant? C'est qu'on va calculer la cardinalité de la jointure en combinant les histogrammes de C1 et C2. Je m'explique. C'est pas bon ça. Alors je vous l'expliquerai un peu plus tard. Alors donc qu'est-ce qui a été fait? Là on parle toujours sur la théorie. Ce qui a été fait, c'est des essais de variation de modèles. Qu'est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis des benchmarks des W, des benchmarks OLTP, des douzaines de workloads clients, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les clients ont autorisé qu'on utilise leurs données et leur workload, bien sûr c'est sur leur autorisation, d'accord? Ça permet de faire des tests en grandeur réelle sur de vraies applications, d'accord? Donc ils ont fait des tests, ils ont monté un système des systèmes de tests, parce qu'il n'y en avait pas qu'un, et ils ont patché un peu tout ça, et après ils ont touché un peu au tournevis le modèle mathématique, juste en se passant sur le côté mathématique, hein, pas sur le côté code.
L'idée, c'est de savoir, est-ce que j'ai un coût qui est vraiment représentatif et qui est correct? Est-ce que j'ai un nombre de plans, vous vous rappelez le diagramme Picasso, qui est correct? Bon, je ne veux plus de voir de canyons, etc. Ça va ressembler aux Alpes, notre truc là. Donc on veut un truc beaucoup plus ballon d'Alsace. Donc les choix des variations ont démontré en moyenne les meilleures performances. L'idée, c'est qu'on travaille sur la moyenne. On ne travaille pas sur une requête uniquement. C'est l'ensemble des requêtes, l'ensemble du workload, comment il se comporte avec le nouveau plan. Et comment je peux jouer sur le modèle mathématique pour arriver à quelque chose de plus stable possible. Donc, qu'est-ce qui a changé? Variation du modèle de corrélation avec les différentes colonnes. On en a déjà parlé un peu. La conjonction des prédicats. Ancien CE, l'indépendance, on faisait la sélectivité de 1 multiplié par la sélectivité de 2, multiplié par la sélectivité de 1, etc. Maintenant, en touchant un peu avec les tournevis, ils ont trouvé que sélectivité de 1 puissance 1 demi de 1, 1 puissance 1 quart de 2, and so on, and so on. Là, on est beaucoup plus régulier. Là, on est dans une courbe qui est plus régulière. Là, on est dans une courbe qui n'est pas régulière. Si vous vous rappelez vos vieux cours de mathématiques, vous pouvez tracer ça et vous verrez très bien qu'il y en a un qui est beaucoup plus régulier que l'autre. C'est ce qu'on appelle le back-off. Alors j'ai cherché une traduction expérimentale back-off, c'est ça. L'idée, c'est par l'expérimentation, je détermine quels sont les éléments, comment je vais déterminer mon modèle mathématique. C'est-à-dire que je ne fais pas faire que de la théorie, je vais le tester pour voir s'il est cohérent. Alors, la simplification du modèle de jointure. Qu'est-ce qui se passait avec l'ancien CE quand on avait une jointure T1, T2 sur deux colonnes? On avait un histogramme sur la colonne 1, un histogramme sur la colonne 2. Ce qu'on faisait, c'est qu'on alignait palier par palier les valeurs. Donc on multipliait la cardinalité du palier de la colonne 1 par la cardinalité du palier de la colonne 2. Et ainsi de suite, et on ajoutait palier par palier, de telle manière à couvrir le range qu'on voulait couvrir. C'est comme ça que fonctionnait l'ancien CE. C'est très facile. Hein. Vous prenez deux tables toutes bêtes, avec pas beaucoup de steps, hein, sinon vous allez passer la nuit. Vous faites l'essai et vous allez voir que vous allez calculer votre cardinalité sur celle qui est marquée sur le plan de façon toute simple. Là, c'est tout simple. Ça, je peux le faire manuellement. Je l'ai fait. J'avais prévu de vous montrer le slide, puis je l'ai enlevé. La logique derrière est un peu plus compliquée après à expliquer. Que fait le nouveau CE? Le nouveau CE, on va aligner, en fin de compte, on va construire un seul histogramme qui est la combinaison des deux. Là, c'est un petit peu plus difficile à faire manuellement. Mais c'est-à-dire que on va prendre le mean value et le max value de mon range. Je vais en faire un seul step, comme si je n'avais plus qu'un step, même si j'en avais plusieurs, comme si j'en avais plus qu'un step. Et je vais intégrer dedans, avec le mean value et le max value de l'autre colonne, l'autre step. En fin de compte, j'ai un histogramme à un seul step, qui sont le min et le max. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce truc-là? Eh bien, ça donne que, on va le voir, sur des jointures à deux colonnes, c'est plutôt moins efficace que l'ancien CE. Mais par contre, dès qu'on intègre, plus on va intégrer de colonnes dans les jointures, plus en fin de compte on va être efficace. Et donc on va avoir cette notion de fiabilité qu'on cherchait à avoir. Pour les non-equidians, donc les différences, on va prendre la cardinalité du côté le plus grand des deux. Bien sûr, on sent bien de façon intuitive qu'il y a des fois où on va être faux. Mais bon, on l'était déjà, hein, donc c'est pas spécialement gênant de ce côté-là. Donc exemple de l'ancien CE. Donc l'ancien CE, c'était vraiment, on prenait step by step
J'avais de 10 à 50, j'avais 5 steps, et ben je prenais le step 1, je multipliais par ce qui allait entre 10 et 50 de l'autre côté, etc., 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 etc. Le nouveau, on construit un nouvel histogramme avec un palier unique, un step unique. Et après, on associe les deux histogrammes un peu comme à l'ancienne méthode. Alors, heureusement, il y a deux trace flags qui sont disponibles. Un qui va vous permettre de tourner avec l'ancien CE et un qui vous permet de tourner avec le nouveau CE. Comme je vous ai dit, par défaut, le nouveau CE, c'est celui qui est en place. C'est celui qui fonctionne là. Si vous remarquez qu'il y a une requête qui ne fonctionne pas bien, vous avez toujours la possibilité, pour la requête, de forcer l'ancien CE. Maintenant, vous pouvez dire aussi, oh, j'ai pas trop confiance, moi, donc je mets au démarrage de mon SQL Server le -t, l'ancien CE, et toute mon application fonctionnera avec l'ancien CE. Et après, requête par requête, je peux essayer de tester le nouveau, pour voir ce que ça donne. D'accord? Et après, j'appelle le support pour dire que ça merde. Donc, comme je vous l'ai dit, ça c'est important parce que je sais que c'est quelque chose qui peut inquiéter. Il y a cohabitation avec les deux CE. Les deux CE sont deux parties de code différents. Il y a le code ancien et le code nouveau, mieux écrit, plus facilement modifiable, plus facilement maintenable. Le but, c'est d'arriver à ce que le nouveau soit complètement fiable et soit, si possible, meilleur que l'ancien. S'il n'est que aussi bon que l'ancien, qui était déjà excellent, d'accord, ben, tant mieux, mais il sera quand même plus facile à maintenir. C'est ça qui est important. Enfin, surtout pour le support. Les problèmes de clé ascendante. Alors ça, c'est un problème très classique. C'est quoi le problème de la clé ascendante? J'ai un histogramme, valeur de 1 à 1000, et puis j'insère la valeur 1001. Mais bon, j'ai modifié une ligne. Donc mes mises à jour automatiques de statistiques ne sont pas déclenchées. Donc, à moins que je fasse un update statistique manuel, mon histogramme ne sait pas que la valeur 1001 existe. Donc maintenant, je fais une jointure avec une autre table, et dans laquelle je veux ce qui va avec la valeur 1001. Donc, ancien CE, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il considérait que la valeur 1001 n'existait pas, puisqu'il n'avait pas de preuve qu'elle existait dans l'histogramme. Maintenant, grosse différence. Nouveau CE. J'estime qu'une valeur que je demande, elle y est. Donc, il va considérer que 1001 revient. Combien va revenir de valeur 1001? Combien? Combien? Je peux insérer plusieurs valeurs. Je mets plusieurs enregistrements à la valeur 1001. Combien est-ce que je vais revenir? J'ai une distribution linéaire. Comme j'ai une distribution linéaire, eh c'est la moyenne de mes distributions dans ma table. J'estime qu'il va avoir le même nombre de la moyenne de valeurs uniques. Donc, non seulement je pars de l'idée que la valeur est là, mais en plus, j'estime de combien j'en ai mis. Et ça, c'est vachement important. Tous les gens qui fonctionnent avec des partitions, le cas bien connu, j'ai des partitions par mois ou des partitions par jour, etc. Quand j'ai ma nouvelle journée, quand j'ai mon nouveau mois, tant que je n'ai pas mis à jour mes statistiques, je ne sais pas que mon nouveau mois existe ou que ma nouvelle journée existe. Pour ça, c'était update statistique. C'était update statistique ou si j'insérais assez de données, ça pouvait être un update statistique automatique. Mais en général, c'était rare sur les problèmes de partition. D'accord? Donc maintenant, eh ben, ça règle le problème. Ça règle le problème parce que comme je pense par défaut que la donnée existe, je vais pouvoir fonctionner correctement. Les mêmes suppositions sont prises pour les missing values dans les statistiques échantillonnées. C'est-à-dire que quand je fais un update statistique full scan, j'ai toutes mes valeurs. Quand j'ai un update statistique sampled, donc j'ai un échantillonnage de mes données, je pars du principe que je suis redistribué de façon uniforme. Alors, l'architecture, là aussi,
Il a fallu changer la façon dont le code était écrit, de telle manière à faire quelque chose qui soit plus maintenable. Alors, j'ai pas voulu rentrer dans le détail de tous les trucs parce que ça fait 1 mois que je suis dessus, j'ai pas tout compris encore. Et surtout, il faudrait une bonne journée, voire 2 jours pour déterminer tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura 2 étapes, une étape planning et une étape exécution. Une étape planning, c'est on va trouver ce qu'ils appellent un cardinality calculator. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a plusieurs façons de calculer la cardinalité liée à un élément. Donc, il va déterminer quelle est la méthode qui lui semble la plus efficace. Et il va mettre ça dans un coin. En cuisine, on appelle ça « je préserve ». Il va donc tout déterminer, tous ces cardinality calculators, et après, exécution, il va exécuter chacun de ces calculators. Ce n'est pas exécution de la requête, hein. C'est exécution de la cardinalité estimation. D'accord? Là, on va calculer vraiment notre valeur de cardinalité estimation. En premier, on va chercher la méthode, et en deuxième, on va faire notre estimation. L'avantage, c'est que quand il y a un fixe à faire, eh ben, ça sera soit dans la partie planning, soit dans la partie exécution, qu'on pourra le faire de façon plus propre. Alors, juste pour info, il y a des X-events qui vous permettent de sortir, de voir quels sont les calculators qui ont été utilisés. Quand votre plan est généré, il vous donne, dans les properties du plan, un numéro de calculator. Et si vous avez déclenché les X-events qu'il faut correctement, vous allez voir le type de calculator qui sont générés. Alors, je n'ai pas fait de démo là-dessus parce qu'on rentre là dans un truc assez profond. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'on va voir quel type de calculator est vraiment utilisé. Et ça veut dire que quelque part, peut-être pas obligatoirement pour vous, mais pour nous en tant que support, on aura beaucoup plus de billes pour dire pourquoi il a choisi tel plan. Ah, mais il a choisi tel type de calculator alors qu'il n'aurait pas dû prendre ça. Chose dont on n'avait pas cette information, nous, avant. Avant, on savait quel était un bon plan, quel était un mauvais plan, et puis c'est tout. Et on jouait un peu avec les index, et puis voilà. Donc, bénéfice, meilleure supportabilité, et maintenant, ces extensions plus faciles à intégrer. Je veux intégrer les éléments que je n'ai pas encore intégrés, par exemple les tab value parameter. Ben, les tab value parameter, je vais intégrer un nouveau calculator, et je vais intégrer sa nouvelle façon de s'exécuter. C'est ça en fin de compte. Chaque fois que je vais vouloir intégrer une nouvelle façon de fonctionner, eh ben, je vais créer les nouveaux calculators qui vont bien et les exécutions qui vont bien avec. Et ça sera dissocié. En maintenance de code, on est beaucoup plus simple. Le futur, ben, c'est adresser les problèmes de leaf level, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas en objectif de cette session-là. D'accord? L'étape variable, bon, je pense que les multicolonnes stats, prédicat corrélé, ce sera peut-être le plus important, parce que c'est quand même quelque chose qui est utilisé quand même pas mal. Après, c'est un petit peu différent. Donc, on va couper un petit peu en deux. Est-ce que vous avez des questions? Là, on a fait le tour du New CE. Après, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Est-ce que vous avez des questions sur le New CE maintenant? Bon, vous êtes tous assommés, c'est bon? Non, dans le code SQL, on a les deux. Par défaut, c'est le nouveau. Si je veux utiliser l'ancien, je mets un trace flag et j'utilise l'ancien. Non, je peux faire soit par query, avec la notion query option, comme on va voir dans la démo. Donc pour une query avec option query option, le trace flag. Donc là, je peux utiliser l'ancien CE juste pour une requête, ou je peux décider pour le mettre pour toute l'instance, et puis au contraire, tester mes requêtes une à une avec le nouveau CE. D'autres questions? Alors, on va essayer de regarder un petit peu ce que ça donne tout ça. Ah, je hais ce truc.
Bon. Ah, c'est toujours le même bordel. Donc là, on a une requête, d'accord, où on va essayer d'utiliser ce qu'ils appellent l'ambient cardinality pour réduire les coûts des distincts. Donc qu'est-ce qu'on a? À chaque fois, je vous ai mis l'estimation et la valeur réelle sur laquelle on est arrivé. On va voir, donc option recompile, ben, c'est pour être sûr de le rejouer. Et ici, voilà, query trason 94-81. Donc là, dans cette requête-là, comme j'ai cette option-là, je vais utiliser l'ancien CE. Là, je n'ai pas mis le query trason. Pourquoi? Ben parce que par défaut, j'ai le nouveau CE déjà. Mais je pourrais faire l'inverse. Donc si je regarde les plans, on ne va pas le faire, mais si je regarde les plans, vous voyez que là, j'ai un plan, et j'ai une estimation qui est quand même beaucoup plus proche de la réalité que l'autre. Savoir que dans tous ces problèmes, comme je vous l'ai dit, en général, ça peut être des requêtes qui sont beaucoup plus complexes, qui intègrent dans d'autres éléments, et plus je déconne sur mon estimation au départ, plus l'erreur va se propager dans l'ensemble de la requête. Exemple 2, data corrélation. Alors, on est sur des notions où les currency key et sales territory key sont vraiment corrélés. C'est quoi en fin de compte? C'est que, en fin de compte, ma monnaie, elle est très corrélée avec le pays dans lequel je suis. C'est-à-dire que tous les pays qui vont sortir avec sales territory key, d'accord, ils vont avoir grosso modo la même sales currency key. C'est ça la corrélation entre deux données, d'accord. La France, ben, ça va sortir en euros. L'Allemagne, ça va sortir en euros. Jamais les États-Unis, ça sortira en euros. Normalement, c'est en dollars, à moins qu'ils changent. D'accord? Donc, on va faire un premier truc, en fin de compte, c'est que la currency key 98 et le sales territory n'existent pas. L'ensemble des deux n'existe pas. Ça, c'est pas corrélé l'un à l'autre. Donc, j'ai un actuel de 0, j'ai un estimé de 1879 et un estimé là de 627. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'ancien est meilleur que le nouveau? Voilà, parce que le nouveau, il part du principe que ça existe. Donc, ça va sortir la moyenne de nombre de currency key qu'il y a par pays. D'accord? Maintenant, les valeurs existent. Et bien là, c'est le nouveau qui est meilleur. C'est lui qui est le plus proche. Parce que là, il est parti de l'idée que je pars de l'idée que la valeur existe. Donc, on se rend bien compte là qu'il y a des cas où on sera meilleur et des cas où on sera moins bon. Mais la statistique veut qu'on aura plus de cas comme ça que de cas comme l'autre. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on va rechercher la monnaie de la France, on récupère l'euro. Est-ce que ça éclaire un peu la notion de corrélation entre les deux colonnes? Élément 3. Voilà. Pourquoi, dans certains cas, effectivement, dans une jointure simple, on a le nouveau, l'ancien, qui est meilleur que le nouveau? Pourquoi? Parce que là, toutes les colonnes existent. On a tout dans les histogrammes et on a fait les multiplications step by step. D'accord? Donc on est vraiment au plus proche, step by step, des histogrammes. Alors que dans le nouveau, on a créé un step unique. Donc, entre guillemets, on a perdu de la précision sur notre histogramme, puisqu'on n'a pu créer qu'un seul step unique, alors qu'on avait peut-être plusieurs steps pour le range, on avait plusieurs steps. Donc on a perdu de la précision.
Donc, on risque d'être mauvais. L'expérience, bon, je n'ai pas fait pour toutes les requêtes, hein, c'est plus un commentaire du dev que de moi, c'est que la différence est minime et ne devrait pas poser de problème. Si elle pose problème, eh ben, il va falloir peut-être envisager de tourner avec les trace flags. Et puis c'est l'expérience aussi où le dev va retourner des petits coups comment ça s'appelle, de tournevis pour régler ce genre de choses. Mais, donc ce nouveau CE, ce n'est pas, la chose qui solutionne tous les problèmes et qui corrige tout. C'est pas vrai. C'est plus facile, c'est meilleur dans la moyenne des cas, mais il y aura toujours des cas qui seront obligatoirement moins bons. Donc ça, c'était un peu l'exemple. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas voulu faire trop d'exemples, parce qu'après, si on veut rentrer dans le détail de pourquoi il a pris ça, etc., je vous dis, c'est des jours. Hein. Enfin, si ça vous amuse, après, vous pouvez le faire. Hein. On va parler un petit peu des incremental statistiques. Vous en avez déjà entendu parler un petit peu ce matin. C'est quoi? Ben, on s'est aperçu au jour d'aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de tables partitionnées, que les tables partitionnées, ben, c'est des tables... si elles sont partitionnées, en général, c'est qu'il y a beaucoup d'enregistrements. Parce que partitionner une table où il y a 10 enregistrements, ça a assez peu d'intérêt. Donc, il faut revenir sur la notion des statistiques. Les statistiques, c'est la clé. Hein. C'est la clé de l'estimation. C'est la clé de l'optimiseur. Ces statistiques, il faut qu'elles soient le plus à jour possible. Donc là, c'est le truc classique. La seule partie importante ici, c'est celle-là. Mise à jour automatique est déclenchée quand au moins 20% des données de la table ont évolué. Si j'ai une table partitionnée avec 1 milliard d'enregistrements, il faut que je modifie 20% de 1 milliard ou que j'insère 20% de 1 milliard pour déclencher une mise à jour automatique de mes statistiques. C'est-à-dire que je vais avoir mise à jour statistique peut-être une fois par an, ou par mois, ou je ne sais pas, mais sûrement pas au moment où j'en ai besoin. D'accord? Alors il y a un trace flag qui existe, qui permet de jouer sur une autre formule que celle-là. 2371, il est documenté, vous l'avez partout, et effectivement, il a l'avantage de pouvoir déclencher, plus on monte en cardinalité, plus on peut déclencher sur un seuil qui est proche de la modification. Mais ça ne résout pas mon problème de mes tables partitionnées. Pourquoi? Parce qu'en général, dans mes tables partitionnées, imaginons que je partitionne sur les jours, une fois que ma journée hier est passée, que je passe à aujourd'hui, en général, je ne touche plus tellement à mes données d'hier. Imaginons que par jour, allez, je traite 1 million d'enregistrements, mais ce 1 million d'enregistrements, il fait partie de 365 millions, puisque j'ai 365 jours dans l'année. Donc il est très loin des 20%. Or, sur une table partitionnée, au jour d'aujourd'hui, je n'ai qu'une seule page de statistiques qui couvre l'ensemble des partitions. Donc pour mettre à jour ça, il faudrait toucher 20%. Autre problème, ce que je disais, c'est si une nouvelle partition est ajoutée, cette partition, elle ne fait pas obligatoirement 20% de l'ensemble des données de la table, puisqu'on ne joue que par l'ensemble des données de la table. Donc ça veut dire qu'il faut faire une mise à jour manuelle, et qu'en plus de ça, on va échantillonner toute la table. Ça peut être long, même si ce n'est qu'un échantillonnage, l'échantillonnage, il peut quand même être long, si on a une très très grosse table. Or, notre but au jour d'aujourd'hui, c'est pouvoir traiter des entre guillemets, very large database. Hein, Donc, l'objectif des statistiques incrémentales, c'est quoi? C'est une mise à jour plus rapide des données. En fin de compte, on va avoir une notion de page de statistiques par partition. D'accord? C'est de pouvoir faire un merge binaire des statistiques, c'est-à-dire qu'on va construire un élément au-dessus des statistiques, d'une page de statistiques. On a quand même une page de statistiques pour l'ensemble de la table. C'est obligé. Mais ça va être une construction binaire des différentes pages de statistiques de chaque partition.
L'ensemble des pages est persistante sur disque, donc c'est vraiment des pages physiques qui existent, qui représentent la statistique de la partition. Et la mise à jour, elle change un peu. Parce que maintenant, on est à 20% du nombre d'enregistrements dans la partition. Ce qui n'est pas pareil que le 20% du nombre d'enregistrements total de la table. D'accord? Et on peut faire des mises à jour manuelles par partition. On peut forcer la mise à jour d'une partition ou de 2 partitions, et pas toute la table. Donc il va refaire mon sampling peut-être que juste sur la partition, je sais qui bouge le plus. Parce que ça aussi, c'était le piège. Quand il partait sur un update statistique sampling sur une table partitionnée, alors que j'ai 365 partitions, mais j'en ai qu'une seule qui bouge. J'avais aucun moyen de lui dire qu'il n'y avait que celle-là qui bougeait. Donc il continuait à aller faire son sampling sur toutes les autres qui, elles, n'avaient pas bougé depuis l'année dernière. D'accord? Donc l'idée, c'est ça. Sur une table avec 4 partitions, on va créer des pages intermédiaires qui vont être la jonction binaire de chaque sampling de chaque partition. Et en haut, on va obtenir la page de statistiques de la table complète. Si on ajoute une 5e partition, ben voilà ce qui se passe. On rajoute un nouveau node intermédiaire et on remet notre partition ici. Donc voilà le principe de fonctionnement des statistiques incrémentales. Donc les ordres, ben c'est create index with statistic incremental on, create statistic on la table with statistic incremental égale on, update statistic stat with resample on partition et je donne le numéro des partitions que je veux resampler. Si j'en ai qu'une seule qui bouge, eh ben je mets que la numéro 5 par exemple. Je ne suis pas obligé de relancer le scan complet de toute la table. D'accord? On peut les mettre sur update statistique with incrémental égale on. Ça, c'est pour les positionner, dire que maintenant, cette statistique, elle est incrémentale ou elle n'est pas incrémentale. Et ça se positionne au niveau de la base. Set incrémental on. Donc là, ça veut dire que cette base va supporter des tables avec des statistiques incrémentales. Ce n'est valable que pour les tables partitionnées. Hein. Ce n'est pas valable pour les autres tables. Ah, on va essayer de faire la démo. Donc en fin de compte, je vais faire une démo qui est en 2 étapes. On va regarder un peu les statistiques incrémentales, mais on va regarder le phénomène de ce que j'appelle la high value, la valeur qu'on ne connaît pas dans l'histogramme. D'accord? Donc je crée une base. Voilà. Et qu'est-ce que je vais regarder? Ici, c'est les properties. Il y a 2 nouvelles properties qui ont été rajoutées. C'est isAutoCreate statistique et isAutoCreate statistique incrémentale. Ça veut dire qu'il est capable de créer automatiquement des statistiques incrémentales, comme il crée automatiquement des statistiques sur des tables. Donc, create partition fonction. Donc là, je vais me baser sur des partitions par jour. Bon, j'ai mis que ça comme jour, hein, mais je pourrais mettre toute l'année. Hein. On ne va pas y passer toute l'année non plus. 2 tables, des index. Bon, rien de très exceptionnel. Voilà. On va remplir nos tables avec des jours. Et on va faire un update statistique. Et on peut relancer le FreeProd Cache aussi. Voilà. Donc en fin de compte, j'ai quoi? J'ai créé une table avec 100 enregistrements sur une certaine date et une table avec 2000 enregistrements sur mon autre date. Évidemment, je vais faire une jointure entre les deux. Voilà. Donc maintenant, on est positionné. J'ai une jointure ici. Je peux regarder son plan. J'ai un hash match. Bon là, ancien CE, nouveau CE, ces comportements, c'est pareil. Hein. J'avais un hash match de toute façon. Hein. Donc, c'est pas ça qui joue.
Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter 100 enregistrements. J'ai une nouvelle journée qui commence. Donc je vais rajouter 100 enregistrements dans une première table et 1000 pour ma nouvelle date. Hein? C'est mon fonctionnement normal de ma journée. Hein? Donc maintenant, on est positionné au 4 décembre 2013. Je fais un free prod cache et je vais regarder mes plans. Qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai fonctionné avec le trace flag ancien CE. D'accord? Maintenant, j'ai un nested loop. Mais je fais quand même un nested loop sur 1 millier d'enregistrements. Mais bon, j'ai qu'une petite table. Imaginez une table où je mets des millions d'enregistrements. Je pars sur un nested loop sur des millions d'enregistrements. Donc là, je pars complètement aux fraises au niveau plan d'exécution. Avec le nouveau CE, je conserve un hash match. Parce qu'il part de l'idée que les données existent. Et qu'en plus, il a une vague idée du nombre. Non, c'est l'autre. Ça va être sur l'autre. Ouais. Donc là, il part sur 7000. 7000, c'est ma valeur réelle. Grosso modo, parce que bon, les calculs, là, les données étaient simples. Donc là, maintenant, ça a résolu mon problème de high value, sans que je fasse rien. C'est juste le nouvel optimiseur sur l'idée de l'enregistrement existe. Donc, on va faire un petit update stat. Alors, j'ai créé des index qui sont avec des statistiques incrémentales. Mais ce n'est pas ça qui joue dans la solution de ce problème-là. C'est juste parce que j'ai combiné les deux événements ensemble. Donc maintenant, si on regarde ici, j'ai une statistique qui a été créée là. J'ai mes différents index ici. Et j'ai un champ à la fin qui me dit is incrémental. Donc là, je vois que j'ai bien une statistique automatique qui a été créée dans le mode incrémental, et mes index qui sont des index qui sont distribués sur le schéma partitionné sont dessus. Donc maintenant, on peut regarder un peu plus en détail. Et donc là, je vais avoir, pour chacun de mes index, les modifications de compteur que j'ai. Alors, on n'a pas encore la possibilité de voir, dans la version normale, les sous-pages de statistiques. C'est quelque chose que j'ai demandé aux devs. Au jour d'aujourd'hui, ils n'ont mis cette possibilité-là que dans une version debug. Je leur dis, c'est génial, un jour il y a un problème, je vais venir avec ma version debug sur la production du client, et je vais dire, on va mettre la version debug pour pouvoir voir les sous-pages de statistiques. Bon, donc j'espère que dans la version finale, on l'aura. Maintenant, je vais faire une mise à jour de 900 enregistrements dans une partition. Pourquoi 900? Parce que l'auto-update sur ma full table, c'était normalement 7000, parce que j'ai 7000 lignes, multiplié par 20%, plus 500. Donc il fallait que je mette à jour 1900 enregistrements pour avoir un auto-update. Sur la partition, c'est 20% de 2000 plus 500, c'est 900. Donc si je mets à jour 900 enregistrements, voilà, 900. Et que je regarde après, ici, qu'est-ce que j'ai? Première fois, je regarde modification de compteur, il est à 900. Donc il a bien noté qu'il y avait 900 enregistrements qui étaient touchés. Je fais un select dessus. Pourquoi est-ce que je suis obligé de faire un select? Pour
pour provoquer parce qu'elles sont en synchrone, elles ne sont pas en asynchrone. Mais de toute façon, même en asynchrone, il aurait fallu le faire, mais j'étais même pas sûr d'avoir le résultat tout de suite ici. Et là, je suis repassé à 0. Et on voit que ma date de statistique, elle a bien changé. Et d'ailleurs, elle me dit qu'il est 59,32, donc on va s'arrêter là. Et la preuve, c'est que j'ai plus rien derrière à vous montrer. Voilà, c'est fini, vous pouvez respirer.